Salut, c'est Greg. Vous le savez, les suspensions d'origine sur la T7, c'est de la mousse. C'est de la mousse. Et oui, c'est effectivement le retour que font tous les journalistes qui l'ont testé depuis qu'elle est sortie. Ces suspensions sont moins bonnes et moins performantes que la concurrence. Ok, mais en même temps, on peut pas lui en vouloir. Une bécane qui de base doit être polyvalente, faire du off-road et qui sort à la base à moins de 10 000 €, comment est-ce qu'on pourrait vraiment lui en tenir rigueur? La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de se coller pour 2500 balles de full all-ins ou full EMC pour pouvoir transformer cette bécane. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va faire, quelle est la solution que j'ai choisie. On va voir l'avant, l'après, vous allez voir le pendant même, et on va voir ensemble comment on démonte toutes les suspensions et comment au passage on va graisser tous les roulements qu'il y a sur cette moto. Alors je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai entendu des gens reprocher quelque chose sur les suspensions, je me suis dit, Lilan, ils se prendraient pas un petit peu tous pour Paul Tarès là? Yeah guys, follow Greg on YouTube, he's a super big boss. Et en fait il y a deux choses que je ne savais pas. La première, c'est que même un débutant, il y en a qui pensent que c'est superflu de lui mettre des super bonnes suspensions dans les pattes, mais en fait on met deux débutants, un avec une moto avec des bonnes suspensions et un avec des suspensions basiques, il y en a un qui va moins subir que l'autre et qui va mieux progresser. Ça c'est la première chose que j'ai apprise. Et la seconde, c'est qu'en fait même moi en tant que gros débutant, quand je me retrouve sur des chemins bien roulants avec la petite bosse pour dévier la pluie et qu'on a envie de faire un petit jump ou qu'il y a la compression avant, et bien quand elle est chargée et même quand elle n'est pas chargée, systématiquement elle venait embuter. D'ailleurs ça faisait exactement ce bruit à l'intérieur du casque. Et qui c'est qui prend après quand c'est embuté? C'est mes poignets. Et à part mes poignets, c'est peut-être le cadre. Je suis pas trop fan de ça. Bon, alors on a plusieurs solutions pour préparer ces suspensions et il y a plusieurs personnes qui le font. Moi j'ai choisi de faire confiance à GGS, Grégory Gasque Suspension. Non, c'est pas parce qu'il s'appelle Greg que je lui ai fait confiance, mais tout simplement parce qu'il m'a été recommandé par toute la team Axury Trail, parce qu'ils préparent toutes leurs suspensions sur leur bécane. Et quand je l'ai eu au téléphone, j'ai tout de suite vu le professionnalisme du gars. Et puis il prépare énormément de motos, et même en championnat de France d'enduro et même des fois championnat du monde, qui m'a franchement rassuré pour lui laisser les suspensions. Cette préparation correspond à un budget qui pour moi est beaucoup plus raisonnable que de changer absolument tout. Surtout que quand vous écoutez des professionnels qui ont l'habitude de préparer les suspensions sur la T7, ils nous expliquent qu'en fait à l'intérieur il y a pratiquement tout ce dont on a besoin pour avoir des suspensions performantes. Le seul truc qui manque, c'est la gestion de l'hydraulique. C'est ballot pour des suspensions hydrauliques. Vous pouvez consulter les tarifs sur son site internet, mais vous verrez que le forfait est plutôt intéressant, sachant qu'il fait l'avant et l'arrière avec un réglage qui est propre à chacun. Et honnêtement, la bécane que j'ai là, je ne l'ai pas reconnue la première fois que je l'ai essayé en off-road. C'est un truc de dingue, c'est une autre moto. Alors je suppose que tout comme moi, vous n'habitez pas à côté de lui. Il faut savoir que pour la T7 et toutes les motos bien répandues qu'il prépare régulièrement, comme les KTM par exemple, vous pouvez lui envoyer les suspensions et par téléphone, il vous demandera des infos pour vous les régler et vous faire un setting personnalisé. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on démonte toute la bécane. On va voir tout ce qui s'est passé chez lui au niveau de la préparation. On va voir le test. Je vais vous montrer au milieu comment on fait pour pousser 2 petites heures de boulot en plus pour démonter toutes les suspensions et aller graisser tous les roulements parce qu'il morfle sérieusement en off-road. Et de base, Yamaha oublie un petit peu de mettre de la graisse à l'intérieur. C'est arrivé à plusieurs personnes. C'était pas mon cas, mais il y en a beaucoup qui s'en plaignent. Alors ça serait dommage de pas profiter de l'occasion pour aller mettre un petit peu de graisse là-bas dedans. Bon allez, on va pas attendre que le niveau de l'eau y remonte. C'est parti, on démarre. Allez, on commence par démonter tout ce qui va me gêner, c'est-à-dire le sabot, le garde-boue et puis les protections des fourreaux. Au passage, voyons voir l'état du sabot AXP après 13 000 km et du off-road. Et bah franchement c'est plutôt pas mal, hein, parce qu'il en a pris des stars. Côté gauche, on va ensuite retirer tout ce qui est système ABS, le cache, le capteur et le support. Pour retirer la roue avant, il faut maintenant défaire les 2 étriers de frein. Personnellement, j'aime bien suspendre mes étriers plutôt que de les laisser traîner tout seuls par terre. À partir de maintenant, il est strictement interdit de toucher la poignée de frein là-haut, sinon ça fait sortir les pistons, et là c'est plus la même affaire. On va maintenant pouvoir desserrer les 2 vis de blocage de l'axe de roue avant. Puis avec une douille BTR de 19, on va pouvoir débloquer et retirer l'axe de roue avant. Et enfin, on peut retirer la roue avant. Vu que je ne vais pas envoyer les 2 vis de maintien de l'axe de roue avant avec la fourche pour la préparation, je vais les garder bien précieusement de côté. Bon, maintenant pour enlever mes bâtons de fourche, j'aimerais bien défaire ma béquille de fourche avant, puisque c'est elle qui va m'empêcher de les défaire, sauf que si j'enlève ça, blum, il n'y a plus la roue, la moto est par terre. C'est là où je vais donc utiliser les chandelles que je viens d'acheter pour pouvoir les mettre juste sous le cadre et maintenir la moto correctement. J'avais pas envie de mettre un parpaing pour rayer, abîmer le moteur, peu importe. Donc on va partir sur ce système. Mais vu que je suis un peu parano, je vais quand même sécuriser un peu plus le truc. On arrive donc au moment de vérité où il faut enlever la béquille avant. C'est plutôt stable. Maintenant, pour pouvoir avoir accès aux vis du T inférieur et du T supérieur, il va falloir enlever un petit peu de plastique comme les caches latéraux et puis le déflecteur ici.
À chaque fois, ce que j'aime bien faire pour pas perdre les vis de fixation, c'est que je les remets à leur place et derrière, je viens mettre un petit boulon que j'ai de côté dans le garage. Avant de tirer comme un bourrin, vous pensez à déclipser le clignotant derrière. Ah oui, et puis pensez aussi à enlever toutes les vis. En gros, oui, pas comme moi, c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Et pour tous ceux qui se demandent au passage qu'est-ce qu'on peut brancher sur une T7, ça c'est l'allume-cigare d'origine, ça c'est une réserve que j'ai utilisée pour mes poignées chauffantes, il y a juste à brancher. Et on a exactement pareil de l'autre côté, et tous les deux sont dispo de l'autre côté. On va maintenant débloquer les vis du T supérieur et du T inférieur, et normalement on devrait pouvoir retirer les bâtons de fourche super facilement. Vous voyez ce truc là, ben dans quelques semaines, ça va être de la bombe. Ah bah celui-là il avait vraiment envie d'y aller en fait. On va maintenant passer au démontage de la roue arrière. C'est beaucoup plus simple que la roue avant, car l'étrier de frein n'est pas vissé, il est tenu sur l'axe. Ça sera donc beaucoup plus simple à retirer. Pour m'aider, j'aime bien soulager le poids de la roue arrière avec mon pied en me mettant juste à l'arrière de la moto. On avance la roue au maximum pour pouvoir la faire dérailler, et ensuite on retire l'étrier délicatement, sans trop tirer sur les câbles. Bon, on veut maintenant démonter l'amortisseur, mais on a un souci, c'est qu'elle est posée sur son bras oscillant, donc du coup l'amortisseur est comprimé. Si je défais ça, évidemment, elle tombe à l'arrière, mais dans tous les cas, il va falloir défaire la béquille pour pouvoir libérer l'amortisseur et le démonter. Dans le manuel d'atelier, ce qu'il propose, c'est de passer une barre à travers les cale-pieds passagers pour pouvoir la soulager, qu'elle repose dessus. À ce moment-là, je vais pouvoir défaire la béquille, ça va détendre l'amortisseur et le bras oscillant, je pourrai démonter l'amortisseur. À ce moment-là, le bras oscillant va complètement tomber en butée, mais normalement, la moto sera encore en équilibre debout. Ça, c'est la belle théorie. Maintenant, on va essayer de le mettre en pratique avec ce que j'ai dans le garage. Bon, effectivement, j'ai réfléchi un peu au truc, je pense qu'on va partir sur leur système, ou alors il faudrait la suspendre par en haut, mais je vais pas percer mon plafond. Je pars sur une barre en métal assez costaud, j'ai mis de la tarlatane aux endroits où ça va appuyer pour pas rayer quoi que ce soit. Et juste avant de faire mon test, on va démonter, avant que ce soit plus trop accessible, tout ce qu'il y a à démonter, c'est-à-dire le cache ici et la bavette ici. Voilà donc mon système. Un parpaing, des cales en bois et des cales plus petites. Bon, en gros là, c'est le moment de vérité. Je suis franchement pas rassuré. So far so good. Ça ressemble à un petit succès ça. Démontage d'amorto. Ah, pendant que je suis là-dessous en galère, c'est le moment de vous présenter le sponsor de cette vidéo. Et oui, si vous voulez naviguer sur internet tranquillement avec SudVPN. Non, je déconne, c'était une vanne. Comme on voit que ça en ce moment et que ça me gonfle, c'était juste pour la petite blague. N'empêche, on pourrait monter SudVPN, hein. Peut-être que ça ferait de la thune. Hein. Bon, maintenant que j'ai retiré le boulon, on va soulager le bras oscillant, si ma lampe veut bien rester là. Et normalement... Tuc, tuc, tuc. Allez, tout le monde descend. C'est tout, tu descends pas plus bas? T'es calé sur quoi? Bon, je sais pas, on verra. On défait le haut maintenant. Et par contre, sans déconner, je pourrais vous faire un sponsor sur cette lampe, elle est géniale. Je les ai achetées il y a pas longtemps pour bricoler. Comme ça, tu la mets là aimantée, tu la tournes, t'éclaires directement là où tu veux aller. Ouh, je vais demander du sponsoring moi. Alors, est-ce qu'on arrive à passer là-bas dedans? Est-ce qu'on arrive à dévisser ce truc qui doit être serré comme un bourrin? Ah bah apparemment c'est pas serré comme un bourrin. Je sais pas si c'est pas genre 45 newtons. Ce qui est pas énorme, c'est vrai. Ok, quand tu crois que t'es fort et en fait, t'es pas fort. Et normalement, on devrait récupérer un amortisseur qu'il va falloir décoincer de ce merdier. Puisqu'ils sont bien gentils, Yamaha, mais avec leur histoire de barre là, bah du coup, je suis bien man. Bon, on va réfléchir. Ouais, j'aime vivre dangereusement, ouais. C'est plus qu'une cale qui tient la moto. Allez, on va vite remettre ça. Ne tombe pas, petite moto, ne tombe pas, ce serait pas beau. Ah, j'ai du talent hein, des fois, hein. Je sais. Attention, en fait, il n'y a pas beaucoup de poids. Le poids, il est à l'avant, donc là, on peut lui lever le cul. C'est pas mal. Ah oui, au fait, j'ai un amorto. Hein. Bingo! Et voilà, les suspensions sont dans le carton. J'ai préparé un petit colis de 15 kg qui part en mondial relais, direction GGS. Une fois chez GGS, mes suspensions vont subir un passage au banc afin de les tester d'origine et d'avoir déjà une idée du boulot qu'il va falloir faire dessus. Ici, on commence par ma fourche. Grégory va ainsi savoir quelle est de base la réaction de la fourche en fonction de la force qu'on lui applique.
Ensuite, il passera au démontage complet et en fonction de mon poids, de mon niveau, de mon utilisation habituelle, chargé, un peu, beaucoup, non chargé, il va savoir quelles modifications apporter à la gestion de l'hydraulique. Ici, je ne saurais pas vous en dire plus car on rentre dans le secret professionnel, les compétences et l'expertise de GGS. Il sera alors temps de tout remonter et de faire un nouveau passage au banc pour constater les améliorations. Grégory saura les interpréter sur les courbes et graphiques de son PC et évaluer la nouvelle réponse de la fourche aux forces appliquées et le temps de réponse. Moi, je n'y comprends pas grand chose dans tous ces dessins, mais de ce que j'ai retenu, c'est qu'il a très grandement amélioré la force de ma fourche et ça, on va le tester en fin de vidéo en off-road. Ensuite, il faut aussi s'occuper de l'amortisseur qui va lui aussi subir un passage au banc en version d'origine. Ensuite, démontage qui pour le coup m'est totalement inconnu vu que cette manip est réservée aux spécialistes comme il contient du gaz sous pression. Après préparation, il sera d'ailleurs regonflé avec une machine spéciale et il pourra aller passer les tests pour vérifier ses nouvelles capacités. Ensuite, tout le monde prendra le chemin de la maison pour retrouver leur place sur ma T7. Bon, ça vous file pas quelques idées, vous, de voir tout ça démonter? Vous savez très bien qu'Yamaha, ils font un graissage hyper minimum sur tout ce qui est biellette de suspension, y compris de direction à l'avant. Donc tant qu'elle est comme ça, on se ferait pas un petit tuto là pour la nettoyer, dégraisser et regraisser à fond toutes les biellettes? Si, c'est parti! Alors celle-là, je viens de la débloquer, de la dévisser. Alors ce que j'aime bien faire, pour ne pas perdre les choses, toi, je te libère, c'est que je vais remettre la vis à la place. Je serre juste comme ça viendra avec le bras oscillant, on verra ça plus tard quand on nettoiera tout. Il nous reste donc à défaire celle-là là-bas pour pouvoir récupérer toute la biellette et ensuite on enlèvera le bras. Alors celle qui m'intéresse, elle est bloquée sur le cadre là, l'écrou. Donc normalement j'ai que ce côté sur lequel il va falloir forcer. Et vu que je vois que dalle, parce que j'ai foutu une GoPro devant, c'est malin hein. Allez, force Coco. Ah bon bah y a pas besoin de forcer. Bon, ça doit pas être serré très fort. Allez. Alors, comment je vais récupérer ça, moi? On va passer sur le bras oscillant pour débloquer cette vis qui est serrée d'usine à 110 Newton, donc elle est vraiment balèze. J'ai pris la rallonge parce qu'on peut pas passer entre tout notre bazar là, pour pouvoir forcer du bas vers le haut en fait. Et c'est là où j'ai réussi à l'avoir, parce que tout à l'heure quand j'étais proche de là et que j'essayais de forcer là-bas, c'est impossible, puis tu vas t'éclater les doigts là-dedans. L'axe m'a pas l'air de vouloir trop venir, on va l'aider, voilà. On va le récupérer de l'autre côté et maintenant on voit enfin apparaître la vis creuse hexagonale qui va me permettre de mettre l'outil spécifique. C'est le réglage du serrage du bras oscillant pour pas qu'il fasse ça. On verra ça tout à l'heure au remontage. Je vais insérer mon outil pour aligner le bras oscillant après, aussi pour desserrer la petite vis. Là ça y est, je comprends comment c'est fait là, je vois. Ok, donc ça rentre là-dedans, ça passe à travers la vis de réglage et le bras oscillant. Et hop, si j'arrive à l'aligner, ah ouais mais c'est pas large, d'accord, ok. Ça vient se mettre dedans, ici c'est du 19, on va le desserrer, et il y a un moment donné on va entendre bang, il y a le bras oscillant qui va se vautrer par terre. Attends, on va d'abord desserrer ça. Alors normalement c'est serré à 7 Newton, donc c'est pas ouf. Donc ouais, ça vient assez bien. Et c'est là, voilà, c'est la seule chose qui pince le bras. Je vais le prendre sur la courge, et j'ai que 2 mains, j'espère que c'est pas trop lourd. Ah bah non mais je suis bête, tant qu'il y a le truc dedans, ça craint pas de tomber. Et oui, c'est l'intérêt de ça. Si toi j'arrive à te faire venir avec moi... Il faut que tu viennes maintenant, Gérard. Gérard. Tac, tac. Ah, ça y est. Oh, ça bouge. Oh, ça bouge. Oh, bah oui. Ok, je vous le dis maintenant au cas où on rigole plus tard. La chaîne, quand on remontera tout ça, il faudra bien penser à la remettre au milieu du bras oscillant. Hein? Mais bon, évidemment, une fois sur deux, on dit ça et on oublie. Moi, pour le moment, j'aimerais juste arriver à l'enlever. Alors je voudrais que vous compreniez ce que c'est ce système là dont on parle tout le temps là avec l'outil d'alignement. Il y a une espèce de vis avec un pas de vis interne qui est dans le cadre en fait. Quand on met l'outil dedans là, tac, on l'attrape, voilà, tac. Et c'est ça qu'on visse ou dévisse et qui avance ou recule et qui plaque le bras oscillant, qui règle son alignement en fait et son centrage. Voilà, apparemment on peut s'en passer, mais bon, vu qu'elle vaut quoi, 13 balles, je me suis dit que j'allais le prendre. Et maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi lui, là, il veut pas se défaire. Apparemment, entre les deux trucs, là, ça se coince des fois. Donc il faudrait un petit peu forcer, en espérant qu'il n'y ait pas une entretoise qui soit restée à l'intérieur et qui m'empêche de descendre tout ça. Bon, je vais essayer de bricoler, ça devrait sortir, je vous tiens au courant. Bon, ça a été assez rapide, j'ai passé ça là, je me suis dit je tente au cas où, je fais un tout petit levier. Et en ayant à peine fait levier, c'est venu. Allez, on a dit ça vient, donc maintenant ça vient. Ouais, voilà, le cadre il pince un peu l'histoire quoi. Et là j'ai qu'une main, allez en tapotant. Voilà, voilà il est là. Allez hop, nettoyage, graissage.
Allez, un peu de pétrole désaromatisé. Ça nettoie bien. On va enlever le plus gros, ça dégraisse. Histoire d'avoir une pièce pas trop dégueulasse, après on verra autrement. Quand on va commencer à nettoyer un petit peu sur les bords là, on va voir des caches poussières apparaître. Les roulements sont derrière. Ça va être ce qu'il va falloir nettoyer. Et on va aussi pouvoir voir que si on pousse, on a une entretoise à chaque fois. On va vérifier qu'elle soit pas marquée, qu'elle soit en bon état. Et d'ailleurs, je vois mes roulements à l'intérieur. Bon, les gars, ils sont blindés de graisse, hein, pour info. Mais blindés. C'est une bonne nouvelle. Et ils sont propres. Hein. Oui, bien. Tu vois? Je vais reprendre mes travaux parce que j'avais laissé en pause pendant 2 semaines. Tout est nettoyé, tout est graissé. On voit c'est blindé de graisse. Donc je vais enfin pouvoir faire le remontage. Alors pour le remontage, je vais vous passer cette étape parce que c'est ni plus ni moins que le démontage, mais dans l'autre sens. Pas mal, hein. Moi, ce que je vais faire pour être sûr de moi, c'est que je vais regarder les photos que j'avais fait pendant le démontage. C'est ce que je vous conseille de faire à chaque fois que vous touchez quoi que ce soit sur la bécane. Des fois, on se dit non, mais c'est bon, ça me paraît logique, je saurais le remettre. Et puis en fait, on se retrouve toujours coincé en se disant oh, elle allait comment cette petite cale, voilà. Bon. Moi, c'est ma technique et je préfère faire ça. Par contre, il y a un truc que je vais vous préciser, ce sont les couples de serrage si vous n'avez pas le manuel d'atelier. Et on voit ici les couples. Par exemple, amortisseur, vis du bas, vis du haut, on est sur 45 Newton. Au niveau de ce qu'ils appellent le bras relais. On voit que sur ces grosses pattes, qui sont ces grosses pattes, que je vous situe. Alors, en haut, tac, 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 tac. Et en bas, bah tiens, on voit les deux mêmes boulons, en fait, on se pose pas de question, 48 Newton. Donc 45 pour les deux vis de la morteau, 48 Newton pour chaque vis qui va sur ce truc-là. Et il nous reste une dernière vis qui est à 60 Newton, et c'est celle qui va en haut du bras relais. Donc je dirais que c'est celle-là sur la partie la plus longue. Alors pour les coupes de serrage, celui-ci qui est l'axe du bras oscillant, c'est 110 Newton. C'est assez énorme, mais c'est 110 Newton. Pensez à bien le graisser avant. Et ensuite, je sais pas comment je vais faire pour qu'on voit à la GoPro, il y a celui-là, ici, là, qui est le lien en fait entre, j'arrive, le bras relais et le cadre. Lui, il faut lui mettre 60 Newton. Problème, on a le collecteur qui est devant. Donc cette vis là-bas, là, je peux pas arriver à atteindre avec la clé dynamométrique. Donc on va devoir passer, hop, avec la clé à œil de 17 toute simple et essayer de faire un serrage au jaugé 60 Newton. En cas de doute, un petit coup de frein filé, ça peut être pas mal. Et pour me faciliter le serrage de la vis qui est avant le serrage de 110 Newton du bras oscillant, la fameuse qui permet à régler l'écartement du bras oscillant, on en a parlé tout à l'heure, il faut lui mettre juste 7 Newton, c'est juste pour l'approcher qu'elle coince le bras oscillant dans le cadre. Celle-ci, pour pouvoir la serrer, en fait, faut pas laisser pendre le bras oscillant parce que sinon il va appuyer ici sur le collecteur et j'ai peur que ça décale tout. Donc je me suis fait avec des tendeurs un système de fortune qui me soulageait le bras oscillant et qui me permettait de l'avoir qui ne touche pas le collecteur. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas mon serrage de cette petite vis à 7 Newton, c'est très peu, qui va être faussé par une éventuelle torsion sur le bras oscillant et sur le collecteur. Voilà, c'est les petites astuces de cours de remontage. Si jamais vous galérez ou que vous vous posez la question, c'est sur ça que je pars. Ça y est, je viens de recevoir mes suspensions préparées par GGS. Elles sont là, avec les jolis stickers qui vont bien. Ça veut dire qu'on a du montage, puisque je vous rappelle que la pauvre Pepper, elle est comme ça sur cale depuis maintenant 2 bonnes semaines ou 3 semaines. Donc c'est tout prêt, on va passer sur le remontage. Juste avant, on va passer, comme je disais, sur le graissage de la direction. Et j'avais attendu pour le faire parce qu'en fait, on a besoin des tubes de fourche pour réaligner le T inférieur et le T supérieur. C'est évidemment la fourche en passant à travers les deux qui va nous aider à avoir le bon alignement. Donc maintenant que je l'ai, c'est parti. On va vérifier s'il y a de la graisse, on va en rajouter et on remonte tout. Alors pour faire cette manip, on va devoir retirer le guidon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever sous les pontées ici les vis. Hop là, celles qui sont marquées avec le petit trait là. On va retirer ces deux vis, comme ça je vais enlever tout le guidon au complet et après on pourra desserrer la colonne de direction. Je vais enlever les deux vis qui tiennent le ponté, donc ça veut dire que je vais pouvoir soulever le guidon d'un coup. Les vis, elles sont juste là. Donc la logique, c'est qu'une fois que j'ai retiré mon guidon, on va défaire le boulon qui bloque la direction, ensuite on enlève le T supérieur, ensuite on défait les deux écrous crénelés pour pouvoir récupérer toute la colonne de direction qui va tomber, donc on va la retenir parce que j'aurais pas que ça arrache tout ce qui est le système de freinage au milieu. Et après on va vérifier le graissage et on remonte tout à l'inverse. Pour pas que toute la direction tombe quand je vais enlever le dernier écrou crénelé, puisque c'est ce qui la tient à l'intérieur, j'ai pris une sangle que j'ai passée à l'intérieur pour la soulager. Comme ça, c'est moi qui gérerai la descente pour faire le graissage et ça évite de la retrouver par terre avec des dégâts.
Putain, c'est vachement serré quand même ça. Ah, truc de fou. Non, c'est super serré en fait. Ah ouais, c'était serré de fou. Ouh, c'était bien serré. Je sais pas comment je vais faire ça. J'aime pas trop l'histoire. Donc là, faut soulager le thé en bas, hein, parce que sinon, bah forcément, là, on voit, il a qu'une envie, c'est descendre. C'est cet écrou crénelé en fait qui fait le réglage de la pré-contrainte déroulement. Et sur une T7 apparemment c'est sensible, donc quand je resserrerai tout à l'heure, si je serre pas assez, j'ai du jeu, je vais le sentir, ça va être une horreur et en plus ça va tout abîmer, ça va marquer les billes. Et si jamais, c'est peut-être pas des billes d'ailleurs, non c'est sûrement des aiguilles dans une cage à aiguilles, des roulements coniques. Et si jamais je serre trop, bah, je les mets trop en contrainte et ça va frotter, ça va pas être bon, ça va mal se passer quoi. C'est mécaniquement pas logique. Bien la petite rondelle. Et bon. Voilà, donc là normalement, c'est bon le tendeur, tu l'as? Je lâche hein. Donc ici on a la coupelle qui protège de la poussière tous mes roulements. Et vu que de la poussière il y en a eu, on va faire un premier nettoyage avant d'ouvrir ça. Alors on enlève la coupelle. Ok. Et bah vous savez quoi les gars? Il y a de la graisse. Cette T7 est magique, Pepper tu es magique. Il y a de la graisse. Je sais même pas si je vais faire... En tout cas ça dégueule de partout et elle est propre. Donc ça veut dire que la coupelle avec le cache poussière, franchement, bah, il a fait super bien son travail. Je vais nettoyer légèrement mais à l'intérieur il n'y a rien. Bonne nouvelle! Bon, une fois qu'on enlève le roulement, c'est un petit peu sale. Et il n'y en a pas assez à mon goût. Allez, on va rajouter ça. En tout cas ça roule bien, personne n'est marqué. Non c'est pas mal hein, c'est même très bien en fait. Ce que je vais faire c'est que je vais tout nettoyer, je vais essuyer puis je vais remettre une tonne de graisse là-dedans et après on ira voir le bas. Si on regarde de plus près à l'intérieur, on peut voir quelques petites traces sur la cage à aiguille, là, je vais appeler ça comme ça, hein, sur ce qui est à l'intérieur, sur les coupelles de roulement. On peut voir des petites traces de friction. Bon, je pense que c'est tout à fait dans l'ordre du acceptable et en état de service, mais c'est quelque chose qu'il faudra éventuellement changer à mon avis, la même chose l'année prochaine. Alors pour l'opération graissage, bon j'ai juste nettoyé un petit peu mon roulement tranquillement là pour enlever la graisse qui était un petit peu noire par endroits. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir bourrer ce roulement de nouvelle graisse bien neuve, bien propre. Alors il y a plusieurs théories, il y en a qui s'amusent à en mettre avec des gants sur la paume de la main et à rentrer dedans pour appuyer parce que l'idée c'est qu'en fait la graisse rentre par là et limite dégueule par l'extérieur à travers toutes les petites aiguilles. Et là ça veut dire que tout sera absolument graissé, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Oui, j'aurais pu mettre un gant sur l'autre main aussi. Et oui, je pourrais prendre des gants à ma taille. Ouais, on fait avec ce qu'on a. Voilà, là je crois qu'on a pas mal de graisse. Donc c'est parti, je vais le reposer juste dans sa coupelle là-bas. Et le haut, ce sera fait, je pourrai passer au bas. Alors sur celui du bas, on voit qu'il a de la graisse. Donc je vais le nettoyer un petit peu. On voit même qu'il y en a ici, là, qui est dans la colonne. Il y a du trop plein. C'est beau ça, vous savez que ça vaut cher de la graisse Yamaha comme ça non utilisée. Donc je vais nettoyer et je vais essayer d'en blinder aussi par là parce qu'évidemment ça on peut pas l'enlever hein. Si vous l'avez déjà changé, quand il faut les changer, il faut défaire toute la colonne. Bon ça c'est facile hein. Si j'enlève le tendeur là ici, elle tombe, bah voilà elle tombe là. Faut le disquer, il faut l'enlever ou le faire sauter avec une presse ou avec un burin, enfin bon c'est une galère sans nom. Donc on va juste faire un petit coup de graissage et c'est parti. Voilà, là on est sur un bon graissage. Alors on va remonter la colonne et on va la resserrer par en haut. Alors on va remettre la coupelle qui fait aussi office de cache-poussière. On va préparer la première rondelle. Attention là-bas-dessous, on remonte. Et on va essayer, si mon thé supérieur le permet, de remettre un peu cet écrou. Bon, je vais être très honnête avec vous, ce serrage, c'est un truc sur lequel je suis jamais confiant, que ce soit pour la Transalpa à l'époque, que ce soit pour la DR ou que ce soit pour elle. Surtout qu'après, pour y revenir, bon, ça fait toujours chier quand tout est déjà monté. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien me renseigner pour le faire bien et vous l'expliquer bien. Je vais passer sur l'arrière, je vais laisser ça de côté et je vais monter l'amortisseur à l'arrière et commencer à remonter le train arrière. Ce sera une bonne chose et on reviendra faire ça propre pour essayer de le faire le mieux possible. Bon alors, de la même manière que j'avais fait pour le démontage, j'ai mis ici, là, juste là, avant le champ de la GoPro, une petite planche, enfin une petite cale en bois pour soulager la moto, pour pouvoir enlever ma barre. Donc j'ai fait ça vraiment tout doucement, j'avais pas filmé. C'est pour pouvoir réinsérer l'amortisseur puisque sinon évidemment bah ça gêne. Et là je viens de la repositionner, donc l'amortisseur est juste posé. Je vais mettre tout simplement les vis en bas, les vis en haut. Vous vous rappelez, je crois que c'est 45 newtons, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo. Et puis bah c'est bon, l'amortisseur sera remonté. 45,
Bon, je suis parti à fond dans mon remontage et du coup, j'en oublie de filmer un petit peu. L'arrière, bon après, c'est facile, hein, c'est comme une roue arrière classique, si vous savez faire quand vous faites une tension de chaîne ou changer les plaquettes ou changer le kitchen. Il n'y a rien qui change. L'amorto, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il est serré, enfin tout est bien serré, tout est bon. Donc l'arrière, c'est fini. Pour l'avant, j'ai donc réussi à faire mon petit serrage du fameux écrou crénelé là qui m'embête tant là-dessous. Donc je l'ai fait ouais, au feeling. La revue de la Yamaha, elle dit tu balances 75 newtons, donc c'est-à-dire qu'il faut une clé à ergot sur laquelle on peut avoir un support pour mettre la clé dynamométrique. 75 newtons, en fait, ça va être pour écraser et mettre en compression les roulements pour être sûr que tout le monde soit ensemble. Ensuite, c'est là où on rentre dans le grand flou artistique. Il faut desserrer entre 165 et 195 degrés. Donc sortez les rapporteurs, les gars, et puis les compas, on va faire de la trigonométrie et compagnie. Voilà, bref, donc déjà ça commence à énerver. Et ensuite, donc on resserre juste de 7 newtons. Concrètement, c'est-à-dire qu'une fois que tout le monde est plaqué, 7 newtons. 7 newtons, c'est que dalle. C'est vraiment pas beaucoup. Mais le problème, c'est quand je serre trop, j'ai l'impression que c'est trop. Sauf que comme j'ai mis blindé de graisse, bah la graisse, c'est elle qui freine aussi. Si j'avais mis que de l'huile et que c'était à sec, forcément, ce serait pas pareil. Et si je serre pas assez, bah dès que je manipule le T inférieur, parce que j'avais pas encore mis le T supérieur, et bah on voit que touf, d'un coup le truc il serre plus, il y a plus rien qui serre. Donc je pense que ça fera comme j'avais fait par ailleurs sur les autres bécanes, c'est tu vas rouler, puis à un moment donné tu dis bah non j'ai pas assez serré, tu reprends ton réglage, donc ça risquera d'être comme ça. Bref, pour le remontage, on va commencer, donc j'ai reposé le T ici supérieur, je l'ai serré provisoirement, c'est ce qui est marqué dans la doc, en fait c'est pour le plaquer, pour être sûr qu'il soit bien comme il faut. Pour pouvoir, alors avant de le serrer vraiment trop provisoirement et que je puisse plus bouger personne, on va remettre donc les bâtons de fourche qui permet l'alignement entre ici le T inférieur et ici le T supérieur. Quand tout ça est aligné, ce qui est marqué dans la doc, c'est qu'on serre provisoirement le T inférieur. Le serrage normalement c'est 20 newtons. Moi, Greg il m'a dit que c'était beaucoup trop parce que en fait ça pourrait mettre en contrainte quand ça va travailler à l'intérieur, parce que ça, en fait, ça clairement ça fait pas que pincer, hein, ça déforme un peu le tube de fourche. Donc il m'a dit 15. C'est suffisant. Donc vu que c'est son métier, je vais le suivre, je vais mettre 15, c'est suffisant. Et on fait un premier serrage en bas, ce qui permet donc ensuite de faire le serrage de la direction à 148 newtons. Et ensuite on fait le serrage supérieur ici, là, tac, et ça c'est 20 newtons. Et ça veut dire que en gros c'est à peu près là où j'en suis. Allez, j'y retourne. Si, juste un dernier truc pour le réglage de la hauteur du tube de fourche. Ici, normalement, entre vraiment la fleur du bouchon ici et ras du T supérieur, il faudrait qu'il y ait 9 mm. Et sinon, dans la doc de la moto, ils disent que entre ici et entre le haut du bouchon, il faut une autre distance que j'ai oublié, une vingtaine de centimètres ou 23 quelque chose. Sauf que bah, ça va être hyper pratique pour passer là, évidemment, pour faire la mesure. Donc je vais la faire ici, les 9 mm, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce qu'il y avait à la base avant que je démonte. Ok, remontage terminé. On va faire une dernière vérification de tous les serrages. Alors au niveau de la roue avant, j'ai d'abord remonté tout ce qu'il y avait de la roue avant. J'ai serré cet axe, je l'ai serré à 72 newtons, ça se serre pas très fort, c'est marqué dans la doc. Ensuite, j'ai mis 40 newtons sur chacun des deux étriers, c'est marqué dans la doc. Ensuite, je suis monté sur la moto et ce que j'ai fait, ça c'est Greg qui me l'a dit, c'est que j'ai pompé. Et quand j'ai pompé là-haut en étant dessus, ce qui se passe, c'est qu'ici, comme j'avais pas serré et que j'ai graissé énormément, il faut graisser l'axe parfaitement. On voit qu'il y a de la graisse de partout là, donc c'est bien. En fait, ici, ça va se mettre en place et ça va aligner parce que ça, évidemment, dans les tubes de fourche, ça peut tourner sur eux-mêmes. Donc, bon, ça, quand vous l'avez dans la main, vous le comprenez. Hein, quand il n'y a plus la roue avant, vous le comprenez. Donc, ça nous donne toutes les chances d'aligner ça correctement. Et ensuite, ici, on peut, sur le pincement de l'axe de roue avant, on peut venir mettre les 21 newtons qui sont marqués dans la doc. Donc ça c'est pour l'avant. Au niveau de la direction, bon bah mon serrage de l'écrou, il est comme je le suppose, puisque c'est du pifomètre quand on n'a pas tout ce qu'il faut. 7 newtons à la main, je sais pas faire. J'ai resserré le T supérieur et le T inférieur au couple dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai resserré la direction, alors j'ai pas pu mettre ma dynamo, elle va jusqu'à 110, il faut mettre 148. Donc j'ai essayé de faire un mix des deux. J'ai resserré mes pontées de guidon avec les vis qui sont toutes là-bas dessous. J'ai remonté aussi donc tout ce qui est carénage. Ici sur les caches latéraux, il faut évidemment penser à remonter les clignots, sinon on aura l'air bête le premier démarrage et quand on va vouloir les mettre. Et au niveau de la roue arrière, eh bien l'axe de roue arrière est serré. Je sais plus les newtons. 110, j'ai dû mettre 100, je sais plus. Donc la roue arrière c'est bon, tout ce qui est système de suspension c'était bon de l'autre fois. Ok, allez, on va faire un petit essai dans le quartier et demain, roulage pour de vrai avec un petit test en off-road pour voir ce que ça change. Alors déjà sur route, je la trouve plus réactive. Je trouve qu'elle pompe moins, comme si elle était effectivement plus efficace. Elle m'a l'air plus précise, peut-être plus légère. J'ai l'impression qu'elle tourne mieux. En fait, ça me fait la sensation d'avoir changé mes pneus aussi. Et évidemment, quand je freine, elle plonge moins, elle a moins de rebonds de temps mort. Alors, qu'est-ce que ça donne en off-road ? Oh là
là là, ouais. Ah ouais, bah déjà l'avant il paraît moins lourd. Voilà, tu vois, ça a à peine décollé, juste un tout petit coup de gaz, voilà, c'est pas grand chose. Mais en fait, oui, c'est pas pareil là, déjà, ouais. J'en voudrais bien un autre, s'il vous plaît. Tu vois là? Ah ouais, non, mais rien à voir, ok. Énorme. Elle reste beaucoup plus sur les roues en contact avec le sol. Au niveau des couleurs d'automne, on en parle de l'Ardèche, c'est juste splendide. Ah ouais, elle est moins molle, elle est plus saine, elle est là aussi plus précise. On va regarder un peu la vue. Oh là là, énorme! Tu sautes et il se passe pas de putsch comme avant. C'est très technique le putsch, hein. Mais en gros avant ça faisait splatch. Vas-y Tony, fais-moi les images, moi je fais le son. Ah ouais, non, non, ça a tout changé, c'est plus la même moto. Avant, là, c'était un peu chargé sur ces grosses compressions. Si tu ratterrissais pas sur le plat, mais si tu ratterrissais plutôt sur encore que ça remonte, tu sais, où ça allait bien appuyer les suspattes, et ben là, en fait, non, mais ça se passe, mais super bien. Oh, c'est énormissime. Énormissime. Incroyable. Je cherche à aller là où c'est tout esquinté. Mais en fait, je vois vraiment, là, plam, tu vois, sur une petite compression comme ça, avec son poids à l'époque, où là, plam, là, elle talonnait à chaque fois avant. Bah là, non, elle talonne plus. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Ah non, mais c'est énormissime. Chaque compression, j'ai mon vieux réflexe en tête de attention, ça va écraser. Et non. Tu vois, là, normalement, là, je comprimais avant. Et là, bah, ça gère en fait. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça gère. Alors qu'avant, clairement, ça gérait rien du tout. Ah tiens, j'ai fait une photo avec la DR ici. Puisque la vue est, comment dire, vive Ardèche, vive Ardèche. Ah ouais, non, mais là aussi, c'est pareil. Avec son propre poids, elle aurait pas aimé à l'époque. Énorme. Et ben clairement, résultat du test, la moto n'est plus du tout la même. Clairement, c'est un vrai bonheur, en plus de rouler dans ces paysages d'Ardèche magnifiques. Mais ouais, elle pompe plus autant qu'avant, elle se comporte trop bien, elle est agréable. Génial, mais génial, trop bien. Ça annonce une belle saison 2023, ça. Vous l'aurez compris, je suis hyper satisfait du résultat sur la T7 avec cette préparation des suspensions par GGS. Honnêtement, je m'attendais pas à un résultat aussi bluffant que ça. J'ai pas reconnu la bécane, même en sortant de mon quartier et en prenant les premiers bouts de route à côté de chez moi, elle avait un comportement différent. Quand on accélère, elle était moins molle, elle flottait moins sur ses suspensions. Au freinage, pareil, elle était plus précise, plus vive. C'était vraiment flagrant, j'avais l'impression de découvrir une nouvelle bécane. Je reconnaissais vraiment plus du tout, tout était en mieux. Et bien évidemment, une fois qu'on a attaqué les premières pistes que vous avez pu voir dans les vidéos, j'ai dû redécouvrir ma bécane. C'était une nouvelle moto, là aussi en off-road. Elle était beaucoup plus réactive, beaucoup plus vive, beaucoup plus joueuse. Et quand j'ai vu arriver les premières compressions, vous l'avez vu, je m'attendais, parce que c'était mon réflexe d'avant, à prendre une bonne secouée, un bon choc. Et non, ça n'a pas été le cas. Je l'avais pourtant pris doucement la première parce que je savais pas à quoi m'attendre. Du coup, j'ai monté un peu le rythme par la suite et le résultat était sans appel. C'est clairement une autre moto, elle est clairement modifiée. Elle gère les chocs, elle gère les compressions, elle est beaucoup plus saine. Et là honnêtement, clairement, je vais jamais arriver à bout des suspensions comme elles sont aujourd'hui. Ce qui veut donc dire que dans mes prochains voyages, quand je vais avoir la moto qui va être chargée, donc plus lourde, et que je vais partir sur des petits chemins et faire un peu de off-road, même si c'est très roulant, je vais avoir une bécane qui va être beaucoup plus saine, je vais me sentir plus en sécurité et surtout je vais savoir que sur les compressions ou sur les petits sauts, je vais moins me prendre un gros choc en pleine figure. Au final, la conclusion est très simple, si vous aussi vous voulez améliorer votre T7 et travailler les suspensions, vous savez quoi faire. En tout cas, je suis vraiment satisfait du résultat. Et maintenant, moi j'ai qu'une hâte, c'est que les prochaines grosses sorties et les prochains gros événements off-road arrivent pour aller tester ça plus longtemps sur des centaines de kilomètres et pouvoir aller jouer avec les copains et ramener encore de belles images. En attendant, moi, faut que je file parce que ça fait des mois que je vous promets une nouvelle série sur la RGA qu'on a piratée avec Axuri Trail. Alors c'est parti, je me mets au montage. Allez, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao!